Fresh meat here. I think so. I got his stuff here. Turn around, face the wall, hands against the wall. Morning, girls. Hot dog day. Eat that hot dog, prisoner 416. Bienvenue dans l'une des expériences psychologiques les plus célèbres et controversées, l'expérience de la prison de Stanford. Comment des gens ordinaires, placés dans un contexte particulier, peuvent-ils en venir à commettre des actes cruels? Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans cette histoire fascinante et troublante, un récit qui permet de comprendre comment le bien peut basculer vers le mal sous l'influence d'une situation extrême. Accrochez-vous, l'expérience commence maintenant. C'est parti. À l'origine de cette expérience, il y a un homme, Philippe Zimbardo, professeur de psychologie à Stanford. En 1971, intrigué par les causes des conflits dans les prisons, il recrute 24 étudiants volontaires pour participer à une simulation carcérale de 2 semaines. Les participants sont soigneusement sélectionnés pour leur équilibre psychologique et tirés au sort. La moitié seront prisonniers, l'autre moitié gardiens. L'idée de Zimbardo est simple, plonger des personnes ordinaires dans un faux pénitencier et observer. Est-ce la situation qui crée le comportement brutal plutôt que la personnalité? Imaginez-vous à leur place. Vous signez pour une étude en apparence anodine, vous vous dites c'est sympa, je vais recevoir 15 $ par jour pendant 2 semaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que 15 $ à l'époque, ça représente à peu près 100 $ aujourd'hui, donc une somme assez confortable pour des étudiants. Et là, vous vous dites, pourquoi pas, finalement ce n'est qu'un jeu de rôle, sauf que le jeu va très vite devenir réel. Zimbardo et son équipe ont tout prévu pour brouiller la frontière entre la simulation et la réalité. Et oui, les étudiants désignés comme prisonniers ne savent pas encore à quel moment l'expérience va réellement commencer. Et un matin, le dimanche 15 août 1971 à Palo Alto, la sirène de police retentit dans le quartier. Devant une petite maison, 2 policiers s'avancent. Sonnette, portière qui claque. Douglas Corpi, 22 ans, ouvre, encore en t-shirt. On le plaque contre la voiture, on lui récite ses droits, on le menotte. Les voisins sortent bouche bée, direction le poste. Empreinte, photo, fouille complète, puis bandeau sur les yeux et transfert au sous-sol de l'université de Stanford. On lui enfile un bas en nylon sur la tête pour simuler le crâne rasé. C'est une méthode courante dans l'armée et les prisons qui est censée effacer l'identité d'une personne. Là, on le déshabille, on le désinfecte, on lui passe une tunique numérotée et une chaîne à la cheville. Douglas Corpi n'a plus de nom. Il devient un numéro, le 8612. Le message est clair. Ici, vous n'êtes plus personne. En quelques minutes, des étudiants bien sous tout rapport sont transformés en détenus humiliés, dépouillés de leur identité et de leur humanité. Zimbardo tient à créer une prison qui soit la plus réaliste possible, malgré qu'elle soit située sur le campus universitaire. Pour y arriver, il applique les conseils d'un ex-détenu, Carlo Prescott, qui a passé 17 ans derrière les barreaux. Ensemble, ils transforment le sous-sol du bâtiment de psychologie de Stanford. Couloirs condamnés par des barreaux, cellules improvisées dans d'anciennes salles de laboratoire, chacune équipée de 3 lits de camp pour des espaces vraiment étroits. Une petite pièce de débarras d'à peine 2 mètres carrés devient le trou, une cellule d'isolement sombre où l'on ne peut se tenir qu'assis ou debout. On installe un système d'écoute secret dans chaque cellule pour surveiller les discussions, ainsi qu'un interphone pour diffuser des ordres aux prisonniers. Aucune fenêtre, aucune horloge. Les captifs n'auront aucune notion du temps qui passe, ce qui va vite perturber leurs repères. Les gardiens, 3 par équipe, ont droit à un uniforme kaki, des matraques en bois et de grandes lunettes de soleil réfléchissantes pour cacher leur regard. La prison de comté de Stanford prend forme. Tout est prêt pour accueillir les premiers détenus, que la police locale, on l'a vu, s'est chargée d'arrêter comme s'il s'agissait de vrais criminels. Vous l'aurez compris, les étudiants n'étaient absolument pas au courant que la police locale de Palo Alto faisait partie de l'expérience et allait les arrêter chez eux pour vol à main armée et cambriolage. Et en plus de cet effet de surprise, ils ont perdu leurs vêtements, leur apparence familière et même leur propre nom. Donc vous l'avez vu, les étudiants sont méthodiquement déshumanisés
et c'est effectivement l'objectif recherché. Désarçonner les prisonniers, les priver de leurs repères et les fragiliser psychologiquement. La veille du début de l'expérience, Zimbardo réunit les gardiens pour un briefing. Consigne officielle, pas de violence physique. Mis à part ça, carte blanche leur est donnée pour maintenir l'ordre. Le professeur, qui va lui-même endosser le rôle du directeur de la prison, insiste bien sur le pouvoir qu'auront les gardiens. Vous aurez tout le pouvoir et eux, aucun, leur explique-t-il en substance. Les gardiens doivent faire respecter l'autorité du système à tout prix, créer de l'ennui et de la peur. Bref, casser la volonté des prisonniers. Le temps est donné. Le premier jour de l'expérience se déroule sans incident majeur. Les prisonniers, enfermés 3 par cellule, tentent de s'adapter tant bien que mal. Les gardiens tutoient les prisonniers, leur donnent des ordres, bref, les font se tenir droit. Quelques désaccords commencent, mais rien de bien méchant pour l'instant. Tout le monde joue encore plus ou moins son rôle comme un jeu. Certains détenus plaisantent entre eux sur l'absurdité de la situation. Les gardiens, eux, semblent parfois gênés, peu sûrs de jusqu'où ils peuvent aller. Zimbardo observe via les caméras de surveillance. Note que les uns et les autres ne sont pas encore entrés dans leur personnage. Pour briser la glace et affirmer la discipline, les gardiens décident d'organiser un premier appel en pleine nuit. À 2h30 du matin, alors que le pénitencier est plongé dans le silence, un sifflet strident retentit soudain dans le couloir. Morning, girls. Debout tout le monde! Appel! Crie l'un des gardes. Surpris, les prisonniers émergent du sommeil. Sous l'œil strict des gardiens en uniforme, ils sont forcés de se mettre en rang et de réciter un par un leur numéro matricule, le seul nom par lequel ils existent désormais. Ce rituel de comptage sert officiellement à s'assurer que tous mémorisent bien leur numéro d'identification, mais en réalité, son véritable objectif est ailleurs. C'est une occasion régulière pour les gardiens de montrer qui commande. En pleine nuit, face à des étudiants en chemise de nuit numérotée, les gardiens prennent goût à ce petit exercice de pouvoir. Jour 2, 16 août 1971. L'atmosphère va brusquement changer. À l'aube du deuxième jour, les prisonniers, fatigués par les réveils nocturnes et excédés par les ordres, décident de se rebeller ouvertement. Sous l'impulsion de Douglas Corpi, qui est le prisonnier 8612, ils retirent violemment leur bonnet de nylon censé couvrir leurs cheveux. Ils arrachent leur numéro matricule cousu sur la tunique et entassent leur lit en travers de la porte pour barricader leurs cellules. Derrière les barreaux bloqués par les matelas, les détenus commencent à narguer les gardiens. Certains lancent des insultes et d'autres secouent les barreaux en rythme en hurlant qu'ils n'obéiront plus. Pris de court, les gardiens ne l'entendent pas de cette oreille. Ils appellent du renfort. Les 3 gardiens censés être en congé sont rappelés en urgence. En quelques minutes, une équipe de choc se forme pour mater la rébellion. Les gardiens donnent l'assaut. Armés d'extincteurs, ils vaporisent les prisonniers à travers les grilles pour les forcer à reculer. La porte de la cellule s'ouvre violemment. Sous les cris, le prisonnier 8612, qui menait l'émeute avec ses compagnons de cellule, est plaqué au mur. Les gardiens en profitent pour reprendre le contrôle. Les prisonniers sont forcés de reculer, abasourdis par cette répression musclée. En quelques instants, la rébellion est écrasée. En guise d'exemple, le prisonnier 8612 est envoyé en cellule d'isolement, dans le petit placard sombre, pendant de longues heures. On a vraiment dépassé le cadre du simple jeu de rôle. Chacun a pu constater que les gardiens, s'ils veulent, peuvent utiliser la manière forte. Et notez un détail, Zimbardo n'est pas intervenu pendant la rébellion. Il observe, mais ne dit rien. Et par son silence, il a validé la brutalité pour rétablir l'ordre. À partir de là, les gardiens vont être encouragés à aller plus loin, et les prisonniers, eux, vont être gagnés par la peur. Après la révolte, les gardiens décident d'imposer leur domination de manière plus sournoise. Ils mettent en place une stratégie de diviser pour mieux régner. Concrètement, ils désignent une cellule de privilégiés pour les prisonniers qui n'ont pas participé à l'émeute. Ceux-là reçoivent un traitement de faveur. On leur rend leurs vêtements, on leur donne à manger en quantité et on les épargne de certaines corvées. A l'inverse, les autres, les supposés fauteurs de troubles, se retrouvent dans la mauvaise cellule, privés de lit, de nourriture parfois et constamment humiliés. Cette manœuvre sème rapidement la méfiance parmi les détenus. Qui sont les informateurs? Qui sont les traîtres? Se demandent-ils. Chacun suspecte l'autre de collaborer avec les gardiens pour avoir des privilèges. Résultat, la solidarité qui existait au départ entre les prisonniers
éclate et laisse place aux soupçons individuels. Et effectivement, plus aucune rébellion d'ampleur n'éclatera par la suite. Les gardiens ont réussi à briser l'unité du groupe. Désormais, un climat de peur règne dans la prison simulée. Les gardiens instaurent des règles de plus en plus abusives. Le rituel du comptage des prisonniers, à l'origine prévu pour familiariser chacun avec son numéro, se transforme finalement en séance quotidienne de supplice. Pendant des heures, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, les gardiens font l'appel en hurlant et forcent les détenus à répéter leur matricule encore et encore. Et si par malheur, un des détenus se trompait de nombre, on les punissait par des pompes forcées, des sauts, des séances de chaînes invisibles contre le mur. Les gardiens ne les laissent au repos que lorsqu'ils sont exténués. La prison devient un véritable enfer. On retire les matelas, les prisonniers dorment à même le sol de ciment. Aller aux toilettes n'est plus un droit, c'est un privilège accordé au hasard. La nourriture devient une arme, on prive de repas ceux qui ne se plient pas immédiatement aux ordres. Ce qui est vraiment glaçant, c'est la rapidité dans laquelle la situation a dégénéré. En moins de 48 heures, on est passé à un simple jeu de rôle entre potes à finalement un scénario de torture psychologique. C'est comme si chacun avait complètement intégré son rôle. D'un côté, on a les gardiens qui se comportent en surveillant cruel d'une vraie prison, et de l'autre côté, des détenus impuissants qui ont des comportements de vrais prisonniers traumatisés. Parmi les gardiens, une personne va se démarquer par sa cruauté. Un surveillant, Dave Eshelman, surnommé John Wayne, surnom inspiré d'un personnage de gardien sadique dans un film. Celui-ci se met en tête de pousser l'expérience à l'extrême. Il invente des punitions humiliantes, joue au tyran comme s'il testait les limites des prisonniers. John Wayne se met à parler avec un accent de cow-boy, à frapper violemment sa matraque sur les meubles et à prendre un plaisir apparent à dominer les détenus. Ses collègues le laissent faire. Parfois, ils imitent son style. Parfois, ils se contentent de suivre ses ordres. Aucun ne proteste. De l'autre côté des barreaux, les prisonniers sont de plus en plus brisés. Le premier à craquer est Douglas Corpy, le prisonnier 86-12. Son calvaire à lui a commencé très tôt, dès le 2e jour. Après de longues heures passées à l'isolement suite à la rébellion, quelque chose en lui s'est fissuré. Moqué et harcelé par les gardiens, 86-12 se met soudain à hurler sa détresse. « Je ne peux plus supporter ça! Laissez-moi sortir !» Sa colère et sa panique semblent incontrôlables. Les gardiens appellent le directeur de la prison, Zimbardo, pour savoir quoi faire. Au lieu de le libérer immédiatement, Zimbardo fait intervenir un consultant pour parler au détenu 86-12. Ce consultant, en réalité, c'est un ex-prisonnier réel qui collabore à l'étude. Le prisonnier 86-12 se voit sermonner. On lui dit qu'il doit être plus fort, qu'en vraie prison, personne ne l'entendrait. Mieux, on lui propose un marché. S'il accepte de devenir un informateur parmi les prisonniers, alors il aura un traitement moins dur. 86-12 demande du temps pour réfléchir à cette offre immorale. Mais lorsqu'il retourne en cellule lors d'un comptage, Douglas craque pour de bon. Il se met à semer le chaos, hurle aux autres. « On ne peut pas sortir d'ici, on ne peut pas quitter cette fichue expérience !» Ces mots glaçants résonnent dans l'esprit de tous. Et si c'était vrai? Et s'ils étaient piégés, réellement emprisonnés, sans issue? À partir de là, 86-12 est pris d'une rage incontrôlable. Il insulte les gardes, frappe du poing contre la porte, éclate en sanglots désespérés. Il délire, parle de vouloir tout casser. Devant l'ampleur de sa détresse, l'équipe de recherche finit par céder. Au bout de seulement 36 heures d'expérience, le prisonnier 86-12 devient le premier sujet libéré pour raison de santé mentale. On le fait sortir. Mais avant de partir, il murmure aux autres détenus qu'il a entendu une rumeur comme quoi il reviendrait les délivrer avec des complices de l'extérieur. Ce n'était qu'un fantasme, mais beaucoup y croient. La graine de la paranoïa est plantée. Et lorsque cette rumeur d'évasion parvient aux oreilles de Zimbardo, il réagit non plus en scientifique rationnel, mais en chef paniqué, soucieux de la sécurité de sa prison. Il prend des mesures insensées. Pour déjouer l'hypothétique plan d'évasion, il demande à la vraie police locale de Palo Alto de lui prêter une cellule dans leur commissariat afin d'y transférer temporairement tous les prisonniers, le temps de piéger les personnes de l'extérieur qui viendraient aider pour l'évasion. La police refuse catégoriquement et Zimbardo s'énerve en répondant que les autorités ne prennent pas au sérieux sa prison. Zimbardo
s'est complètement perdu dans son rôle de directeur de prison. La détresse du prisonnier 8612 a marqué les esprits. Il a fallu moins de 2 jours pour qu'une personne stable psychologiquement subisse un effondrement psychologique. Et pourtant, sur le moment, Zimbardo n'y croyait pas. Il pensait qu'il simulait pour s'échapper de prison. C'est pour dire à quel point Zimbardo s'était glissé dans son personnage. Ce n'était plus le psychologue bienveillant. Il est devenu le directeur de prison qui faisait tout pour mater une mutinerie. Il a même voulu piéger le prisonnier 8612, donc Douglas Corpi, en lui proposant un rôle d'informateur au lieu de simplement le laisser partir. Le pouvoir de la situation agissait aussi sur lui. Après le départ de 8612, le calme ne revient pas pour autant. Chaque jour qui passe, la situation s'enfonce davantage dans l'abus. La nuit, pensant que les caméras ne tournent pas, certains gardiens redoublent de sadisme. Réveil à 2h du matin, corvée absurde, intimidation permanente. La terreur psychologique est devenue la norme. Et ça fonctionne. Les prisonniers sont de plus en plus passifs, terrifiés. Beaucoup acceptent les corvées les plus difficiles, trop angoissés à l'idée d'être punis s'ils refusent. À ce stade, environ 1/3 des gardiens font preuve de sadisme en profitant pleinement de l'autorité qu'on leur a donnée. Mais à l'inverse, il est intéressant de noter que tous ne sombrent pas dans l'abus. Certains gardiens restent plus corrects, limitant la casse quand ils le peuvent, mais aucun n'ose contredire ou dénoncer les excès de leurs collègues. Aucun ne se manifeste pour briser la spirale. Pourtant, un nouveau personnage va redonner un peu d'espoir, ou du moins tenter une dernière rébellion individuelle. Il s'agit du prisonnier 416, qui est en fait un remplaçant introduit en cours d'expérience pour combler les départs des précédents. Et oui, il y a déjà eu plusieurs libérations anticipées pour cause de troubles graves. Le détenu 416, fraîchement arrivé, découvre avec horreur l'ampleur des abus en cours. Contrairement aux autres qui sont brisés, lui est encore plein de ressources et d'indignation. Très vite, il décide de résister à sa manière. Il entame une grève de la faim. Il refuse catégoriquement de manger les maigres repas qu'on lui donne, pour protester contre le traitement infligé aux prisonniers. C'est sa façon à lui de dire non, de garder le contrôle sur quelque chose. La réaction des gardiens est implacable. Considérant cette grève de la faim comme un défi inacceptable, ils vont faire de 416 un exemple. Ils le jettent en isolement dans le fameux placard, non pas pour 1 heure, mais pour toute une nuit. 416 est enfermé de force dans un réduit noir, debout, sans bouger. Pendant ce temps, les autres prisonniers entendent ses coups contre la porte, ses protestations étouffées. Les gardiens en rajoutent une couche en mentant les prisonniers contre lui. Vous voyez, à cause de 416 qui fait son rebelle, vous allez tous être punis. Il propose même un dilemme cruel au reste du groupe. Si vous voulez que 416 sorte du placard ce soir, il va falloir mériter son retour. Alors si chaque prisonnier renonce à sa couverture pour la nuit, alors on le libérera peut-être. Sinon, il restera enfermé. Les détenus se consultent du regard et ils choisissent, dans leur grande majorité, de garder leur couverture. Autrement dit, ils sacrifient le prisonnier 416, le laissant en isolement toute la nuit plutôt que de subir eux-mêmes plus de froid et d'inconfort. Le message des gardiens a fonctionné. 416 est perçu par les autres comme un agitateur qui ne fait qu'aggraver leur calvaire. Son geste de protestation n'a pas suscité l'héroïsme de ses codétenus. Au contraire, il les a poussés à se soumettre davantage pour ne pas subir de punition collective. Le prisonnier 416, c'est cette minorité qui est réduite au silence. Son sort illustre tristement un mécanisme qu'on a vu dans bien des situations réelles. L'opposant finit souvent isolé, rejeté même par ses camarades, de peur d'avoir le même sort que lui. Dans l'expérience de Stanford, le prisonnier 416 a tenté de tenir tête au système et finalement il s'est retrouvé puni et même désavoué par les propres victimes de ce système. Il n'y a plus aucune solidarité, il n'y a plus aucune empathie visible entre les prisonniers et chacun est prêt à tout accepter tant que sa petite survie n'est pas menacée davantage. Le mal divise et cette division permet au mal de perdurer. Au fil des jours, l'expérience prend une tournure toujours plus sombre. On voit apparaître chez les prisonniers des symptômes alarmants, anxiété extrême, dépression. L'un des prisonniers est tellement stressé par la situation qu'il développe même de l'eczéma sur tout le corps. Et pourtant, jusqu'ici, personne de l'extérieur n'a stoppé cette catastrophe. Ni Zimbardo, trop absorbé par son rôle de directeur de prison, ni ses assistants, ni même les autres chercheurs ou adultes qui connaissaient l'expérience.
Car oui, des yeux extérieurs ont commencé à se poser sur ce qui se passe. On est au 5e jour et Zimbardo prévoit un parloir. Il autorise les familles des prisonniers à venir leur rendre visite, ainsi qu'un prêtre et quelques observateurs. Mais soucieux de ne pas alerter ses visiteurs sur les abus en cours, l'équipe truque un peu les apparences. Avant la visite, on fait laver et raser les prisonniers, on nettoie les cellules, on organise un accueil courtois pour les parents avec café et musique et on leur impose plein de formalités, enregistrement, délai d'attente, visite chronométrée sur surveillance. On tente bien de leur rappeler qu'ils sont dans le cadre d'une prison. Malgré tout, certains parents repartent choqués de voir leur fils amaigri, épuisé, méconnaissable. Ils s'en plaignent à Zimbardo, mais celui-ci rejette la faute sur les jeunes. « Votre fils est trop sensible, il ne tient pas le coup !» Et curieusement, les parents n'insistent plus. Eux aussi se plient au cadre, faisant confiance à l'autorité du professeur qui les assure que tout va bien se passer. Tous ces gens qui sont finalement des amis, des familles, des proches, qui sont rentrés dans cette prison factice, ont finalement accepté l'inacceptable sans trop brancher. Ils ont vu des hommes humiliés, tremblants, et ils ont préféré minimiser la situation. C'est juste une expérience, il faut tenir bon. On pense toujours qu'on fasse du mal, on saura réagir, on saura dire stop. Mais en réalité, on ne fait souvent rien. Surtout quand une figure d'autorité nous dit que tout est sous contrôle. Et ici, personne n'ose stopper l'expérience. Personne, sauf une. Jour 6, Christina Maslach, 26 ans, est une jeune psychologue et ancienne étudiante de Zimbardo. C'est également la compagne de Zimbardo depuis peu. Il l'invite ce soir-là à venir observer l'expérience, curieux d'avoir son avis. Ce qu'elle va découvrir va la révolter au plus haut point. En arrivant, Maslach tombe sur une scène qui la glace d'horreur. Il est tard, les gardiens viennent de décider d'une punition générale. Les prisonniers, épuisés, sont contraints de marcher en file, un sac en papier sur la tête, les mains sur les épaules du détenu devant eux. On les fait aller aux toilettes de cette manière, tandis que les gardiens aboient des ordres grossiers. Certains rient même. Maslach regarde ces jeunes, traités pire que des animaux, et elle sent les larmes lui monter. Elle n'en croit pas ses yeux. Elle cherche Zimbardo du regard et le trouve, absorbé à noter des observations. Et là, elle explose. Elle interpelle Philippe Zimbardo devant tout le monde. « Ce que tu fais là est monstrueux !» s'écrie-t-elle en tremblant. « Comment peux-tu laisser ces garçons être maltraités ainsi? C'est inhumain !» Sur le coup, le professeur se défend faiblement, argumentant qu'il maîtrise la situation et que c'est pour la science. Mais Christina ne lâche rien. Pour elle, peu importe le but, ce qu'elle voit est immoral. Elle va même jusqu'à menacer Zimbardo. « Si tu continues ça, je ne veux plus te voir !» En d'autres termes, elle pose un ultimatum éthique et personnel. Cet électrochoc a marché. Zimbardo se réveille de son rôle. Il réalise enfin l'horreur de la situation. Christina Maslach restera dans l'histoire comme la seule personne sur une 50aine de visiteurs et collaborateurs à avoir dénoncé l'immoralité de l'expérience. Le 20 août 1971, Philippe Zimbardo prend la décision d'arrêter l'expérience Stanford au matin du 6e jour, au lieu des 2 semaines prévues. Il annonce aux gardiens et aux prisonniers que tout est terminé, que chacun peut rentrer chez soi. La folie prend fin. Les participants sont libérés, soulagés, quoique certains gardiens auraient bien aimé continuer encore. En seulement 6 jours, l'expérience aura démontré que des jeunes mentalement stables, bien éduqués, ont pu se comporter de manière sadique en tant que gardiens ou sombrer en dépression en tant que détenus. Non pas à cause de leur personnalité, mais sous l'influence du rôle et du contexte. Zimbardo appellera ça plus tard l'effet Lucifer. Les situations extrêmes peuvent amener des gens ordinaires à commettre des actes extraordinaires, en bien comme en mal. Près de 50 ans après, l'expérience de Stanford continue de hanter les esprits. Elle a inspiré des films, des romans, des séries et on l'enseigne souvent dans les cours de psychologie et d'éthique. C'est devenu une sorte de mythe moderne sur la face sombre de l'âme humaine. Mais avec le temps, les regards critiques se sont multipliés. Que faut-il réellement conclure de cette étude? Et oui, effectivement, au fil du temps, l'étude est devenue un petit peu controversée et a suscité de vives critiques. De nombreux psychologues et historiens des sciences ont remis un petit peu en cause la validité scientifique de cette étude et également son éthique. En fait, on reproche à Zimbardo d'avoir encouragé les gardiens à commettre un petit peu ces actes bien plus qu'il ne l'a admis. Par exemple, la veille du premier jour, il aurait apparemment réuni les gardiens et aurait suggéré des punitions bien précises, par exemple des pompes forcées
ou des draps souillés d'épines. Autrement dit, le sadisme des gardiens n'aurait pas complètement été spontané, mais il aurait été en partie en tout cas influencé par Zimbardo lui-même. Ce qui bien sûr fausserait totalement les résultats. Zimbardo de son côté s'était défendu contre ces accusations en disant que ces instructions étaient générales pour les gardiens et que c'est les gardiens eux-mêmes qui ont créé leurs propres règles. Mais le doute est là. Malgré ces controverses, l'expérience de Stanford a le mérite d'avoir mis en lumière des concepts cruciaux. Les leçons qu'on en tire résonnent tristement avec de nombreux faits historiques. Camps de prisonniers, bizutage des fraternités étudiantes, les violences policières. Chaque fois qu'on place des individus dans un contexte où l'autre est rabaissé au rang d'objet, où personne ne dit non, on ouvre la porte aux abus. L'effet Lucifer, c'est un risque bien réel qui se trouve dans nos entreprises, nos institutions, nos écoles, partout où il existe un rapport de pouvoir. Heureusement, connaître ce mécanisme, c'est déjà savoir comment s'en préserver. Zimbardo lui-même, après avoir exposé l'effet Lucifer, s'est intéressé à développer l'effet inverse. Il parle de former des héros du quotidien, des personnes capables de résister à la pression et de dénoncer l'injustice. On sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences, que ces situations de pouvoir et de soumission laissent des traces dans notre cerveau. Par exemple, des études ont montré que de se sentir en position de pouvoir pouvait réduire l'empathie qu'on avait envers les autres. Et finalement, on se rend compte qu'on porte tous une part d'ombre et une part de lumière en nous. Et l'effet Lucifer nous montre à quel point le contexte peut nous faire basculer dans le bien ou dans le mal. Du coup, donner à quelqu'un un uniforme, du pouvoir et pas de surveillance, et un étudiant jovial peut se transformer en véritable bourreau. A l'inverse, si on place une personne dans une position de victime impuissante, il peut perdre jusqu'à sa dignité et son esprit critique. Et l'histoire de l'expérience de Stanford n'est pas qu'un simple récit, c'est aussi l'histoire d'un éveil. L'éveil d'une Christina Maslach qui rappelle l'humanité à son fiancé Zimbardo. Parce que si Lucifer symbolise la chute, la prise de conscience symbolise la rédemption. À nous de créer des situations où le bien peut triompher, où l'empathie reprend le dessus, où chacun garde un visage humain. L'effet Lucifer nous met en garde contre nos propres démons intérieurs, mais il nous donne aussi les clés pour les reconnaître et les tenir à distance. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à me dire en commentaire sur ce que vous auriez fait si vous étiez gardien ou prisonnier. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!